Donc on va commencer. Merci à tous d'être là. Je vais vous parler pendant ces 30 prochaines minutes de Selenium, de TestNG et de Selenium Grid. Donc juste pour me présenter en 2 secondes, je suis Mathilde Lemay, je suis freelance sur Paris, je suis assez active dans la communauté. Je suis cofondatrice du Java User Group des Duchesses. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est que 30 minutes. Donc la question est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'automatiser des interactions avec un browser ? Il y a plein de raisons pour ça. La première, on se doit en tant que développeur Java et développeur web, parce que je m'adresse plus particulièrement aux développeurs web, de faire en sorte que notre code soit compatible sur tous les navigateurs. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais par exemple pour moi, je dois actuellement maintenir toutes mes applications sur IE6 et c'est crucial. Il ne doit y avoir aucun bug sur IE6. Je ne sais pas, s'il y en a d'autres, je les plains. C'est mon quotidien. On peut aussi avoir besoin d'avoir dans une équipe agile des tests d'acceptance. Donc on peut définir des tests d'acceptance avec des tests Selenium. Mais surtout, on doit garantir, release après release, que notre web app ne comporte pas de régression. Nous, pour ça, ce qu'on voit chez encore pas mal de clients, c'est soit des plateaux techniques, qui, dès qu'on leur dit « c'est bon les gars, vous pouvez y aller », 5-6 personnes vont tester ça dans une équipe à part. Soit chez un de nos clients, là, c'est carrément l'équipe de développement. Donc c'est une équipe de 10 devs à peu près. Donc il y a un train de release toutes les 3 semaines. Donc toutes les 3 semaines, ces 10 devs, avec leurs 2 chefs de projet, avec les 3 mecs de l'exploit, vont passer en boucle à la main des tests en disant « et si je clique ici, est-ce que j'ai pas de régression ? Et si je clique là, est-ce que j'ai pas de régression ?» C'est super fun, super intéressant, je vous le conseille. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre un peu de fun dans leur vie et comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça pour que finalement ils se concentrent à des tâches qui ont plus forte valeur ajoutée. Ok, ça commence bien. Hop. Donc, un test Selenium, qu'est-ce que c'est ? Voilà le petit test Selenium qu'on va essayer de faire. Donc, j'ai une application Play 2 qui tourne en fond, mais ça peut être n'importe quel web app, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais dans ce champ-là marquer Apple. Je vais non pas cliquer, je vais appuyer sur la touche Entrée. Ok. Et je vais vérifier qu'en haut ici, dans cet élément-là, j'ai bien 13. On va dire que ça, c'est mon test minimum pour vérifier que plus ou moins ma recherche marche. Donc là, je l'ai fait à la main. Et maintenant, comment est-ce que je le code en Java ? C'est assez simple. Hop. Première ligne, je vais le passer en pas à pas, en debug. Première ligne, j'ai quoi ? J'instancie un objet de type Firefox Driver. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement, je pense que vous pouvez le deviner tout seul, me lancer un vrai browser Firefox. Ah, c'est parti. J'ai mon browser. Il est là, il est tout blanc, je lui ai encore dit de rien faire. On peut remarquer en bas à droite qu'il y a marqué WebDriver, ce qui veut bien dire que c'est bien mon WebDriver qui l'a lancé. Ligne d'après, je lui dis quoi ? Je lui dis simplement d'aller sur l'adresse localhost port 9000. Donc, comme par hasard, ça marche. Ouf. Il va bien aller sur l'application. La ligne d'après, qu'est-ce que je fais ? Tout avec Selenium et c'est toujours le même principe. On va rechercher un élément. On va faire un find sur le driver. On va lui dire voilà, tu recherches. Donc là, en l'occurrence, je fais une recherche par identifiant. Donc je lui dis tu me recherches dans le DOM de la page la balise qui a l'identifiant search box et tu agis dessus. Donc là, j'agis en faisant quoi ? En envoyant comme keys Apple et en envoyant la touche return. Vous avez bien sûr tous les touches de votre clavier, même des claviers étrangers, sont accessibles. Donc je vais lui dire de le faire. Hop, voilà. Donc là, hop, pardon. Je vais juste. Hop, voilà. Donc là, il a fait la recherche, il a bien mis 13 en haut. Donc ensuite, j'ai juste une assertion, donc c'est normal, je suis en train de faire un test, donc forcément j'ai une assertion. Et je lui dis, tu me trouves l'élément qui a pour ID home title, donc qui est cette balise-là. Tu me prends son texte, donc tu extrais le texte du DOM, et tu vérifies, donc ça c'est fast assert, hein, c'est pas CLM, CLM c'est juste pour aller récupérer le test, tu vérifies que ça contient bien la chaîne 13. Voilà, donc mon assertion s'est bien passée, et au point quit, c'est normal, je clôt mon browser. Voilà. Donc là, on a vu un exemple très simple, c'est 4 lignes, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir besoin de faire.
Et c'est juste les basiques. Pour aller un tout petit peu plus loin, pour montrer ce que ça peut faire Selenium, donc là j'ai fait juste un script. Je vais juste l'expliquer, ou je vais le runner en parallèle. Je peux le runner en parallèle. Donc là, j'ai fait un premier test avec Firefox, sauf que Firefox, c'est pas l'ensemble des 100% du parc des navigateurs. Donc je vais le lancer avec Chrome. Donc hop, j'ai mon petit Chrome qui s'est lancé ici. Et je vais au tout début faire pareil, c'est-à-dire lui dire, bah voilà, tu vas sur localhost. Ensuite, tout à l'heure, j'avais fait que des récupérations par identifiant. C'est-à-dire, je lui disais, récupère-moi dans le DOM la balise qui a l'identifiant Searchbox. Là, j'en utilise un qui est un peu différent, j'utilise CSS Selector. En tant que développeur web, en général, on est assez familier avec les CSS Selector, surtout si on fait du jQuery. Donc là, j'ai fait une petite variation. Donc, je lui dis d'aller récupérer le li.nextA. C'est en fait... Ah, je suis un tout petit peu trop à droite. C'est ce bouton Next là. Qu'est-ce que je lui dis en fait? Je lui dis simplement d'aller cliquer sur Next. Hop. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'ici on a Displaying 1 to 10 et on va avoir 11 to 21. Voilà. Hop. Ensuite je lui refais le coup de l'Apple Key Return. J'ai fait. Ensuite je lui dis quoi? Je lui dis d'aller chercher un élément ni par CSS Selector ni par ID mais par ligne test. Ça peut être très pratique notamment si vous avez des boutons, des liens boutons. Vous avez toujours la même séquence, en général c'est validé ou continué, ça peut être assez pratique. Donc là je lui dis de trouver l'objet qui a le link test Apple de plus, et je lui dis tout simplement, bah, tu cliques dessus. De même ici, je lui dis de trouver un input text pour y mettre des valeurs. Donc dans l'input text qui a l'ID discontinued, je vais mettre XXX. Hop. Je vais cliquer sur le bouton qui est Save this computer que j'ai identifié par CSS Selector. Il clique. Je lui dis finalement, je me suis trompé dans mon script. Je lui dis, tu effaces tout ce qu'il y a, donc tu me trouves l'objet qui a pour identifiant discontinued, et là au lieu de faire un send keys, tu le clear. Il le clear, il valide, et c'est fini. Donc on a vu en 8 minutes, même pas, en vraiment quelques minutes, que c'était finalement assez facile de manipuler son browser en Java. Tout est vraiment disponible, la plupart que ce soit du drag and drop ou autre, c'est disponible et c'est vraiment très facile. Donc là, on va dire que vous êtes en train de mettre ça en place chez vous, vous êtes content, vous le faites une fois, 2 fois, puis vous vous rendez compte que quand même, si je prends mon premier test, si je le lance, regardez juste le temps qu'il prend. Donc sans des bugs. Voilà, voilà, voilà. Voilà, il n'est toujours pas là. Ah, j'ai le browser. 7 secondes 7. Si pour un test, je mets 7 secondes 7, si vous voulez faire une énorme batterie de tests, vous allez vite avoir un problème. Donc les tests Selenium, c'est bien. C'est même conseillé d'en avoir, parce que c'est les tests qui sont vraiment le plus proche de l'utilisateur. Vous êtes très loin des tests unitaires qui sont vraiment dans le bas. Là, vous êtes beaucoup plus haut. Vous êtes presque exactement comme l'utilisateur. Le problème, c'est que c'est juste hyper long. Donc, tout tester avec Selenium, c'est pas une bonne idée, mais on a quand même besoin de ces tests Selenium. Donc, il y a le premier conseil, c'est de l'utiliser avec parcimonie. Le deuxième truc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour qu'au lieu de me prendre 7 secondes, je ne lance qu'un seul test. Donc, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller? Donc, le premier truc qui vient à l'idée, c'est de dire, ok, moi j'ai un cadre record, bah, je vais paralléliser, ça peut être une bonne idée. Donc, on va essayer de paralléliser. Donc pour paralléliser, donc là c'était un test avec JUnit. Pour paralléliser, JUnit ça marche, mais il y a mieux. Il y a un outil qui se marie très bien en plus avec Selenium et qui se marie avec tous les tests, et que vous pouvez utiliser dès demain en entreprise, c'est TestNG. Donc TestNG, si on marque la notation, je ne sais pas si je l'ai, non je ne l'ai pas ici. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec JUnit? Plein de choses. Mais TestNG fait exactement les mêmes, simplement il les fait mieux et il va beaucoup plus loin. Hop. Donc si on regarde juste la notation attest de TestNG, on va dire que c'est une vision partielle que je vous montrais de TestNG. Il y a tout d'abord une option, on peut mettre enabled à true, parce qu'elle le cas par défaut, ou enabled à false. C'est l'équivalent du @ignore avec JUnit. Plus important, juste en dessous, vous avez la notion de groupe.
C'est quelque chose qui n'existe pas avec JUnit, c'est une notion intermédiaire de groupe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir grouper des méthodes, les mettre dans un groupe, ou même définir qu'une méthode peut avoir plusieurs groupes. Et ce qui est super, c'est qu'une fois que vous avez défini cet ensemble logique, vous pouvez effectuer des choses avant, avec un before group, ou après, avec un after group. Donc ça peut être utile, ça peut vous aider à mettre une certaine logique en plus, et éventuellement, si vous avez des bases de données ou d'autres éléments externes, à mettre en place juste pour certains de vos tests, ça pourrait vous permettre de bien le gérer. La ligne d'après, c'est la notion de dépendance. C'est quelque chose qui n'existe pas, si mes souvenirs sont bons, en JUnit. C'est les dépendances donc, de groupe et les dépendances de méthode. Qu'est-ce que c'est, une dépendance de méthode? Tout simplement, vous allez dire, voilà, cette méthode-là, je veux absolument qu'elle soit effectuée après celle-là. C'est quelque chose qui peut être très utile, qui est encore une fois utilisé à parcimonie, puisqu'une des bases des tests, c'est d'essayer de bien cloisonner ces tests. Donc normalement, on rappelle que tous les tests doivent être indépendants, mais qu'après, il y a une réalité qui fait que parfois, on peut avoir besoin de dépendance en des méthodes, et on est bien content en général quand c'est un framework qui nous les fournit. Le cas d'après, c'est les invocations count et les thread pool size. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont déjà eu des bugs sur juste des problèmes de concurrence sur des petites méthodes. En général, quand on veut tester ça et le reproduire, c'est un code un peu hard avec des try catch, des threads, des machins dans tous les sens, des runables, des runs, des starts. Là, TestNG est assez sympa, il vous le fournit. Et c'est vrai que tant qu'on n'en a pas besoin, on ne dit pas waouh, c'est magique, mais le jour où vous en avez besoin, vous êtes bien content que ça soit là. Donc qu'est-ce que ça fait? Invocation count. Vous allez dire, bah voilà, ma méthode, bah tu vas me la lancer, je sais pas moi, 150 fois. Et sur un thread pool de 50 threads, vous mettez ce que vous voulez. Et ça va lancer vos threads, vos 50 threads, et ça va lancer 150 fois la méthode dessus. Donc si vous avez vraiment des problèmes de concurrence, ou que vous pensez avoir une méthode de concurrence, ou que vous voulez blinder une méthode pour être sûr que vous n'avez pas de problème de concurrence sur cette méthode, c'est le genre d'outils qui sont fournis clé en main et qui sont bien pratiques. L'autre point, et ça c'est un point que moi j'adore avec TestNG, c'est tout ce qui est les data providers. Qui utilise JUnit? Ok, voilà, demain vous pouvez passer à TestNG. Qui utilise des tests paramétrés avec JUnit? C'est pénible, non? Créer une classe pour un test, c'est quand même un peu lourd, non? Donc ce que vous propose TestNG, c'est tout ce qui est les data providers. Donc un test paramétré, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai une brique de test. Je vais lui passer des tableaux en fait de paramètres. Voilà. Et dans sa méthode, il va utiliser les paramètres pour faire tout ça en boucle de test. Et donc les data providers, ça va vraiment me permettre de faire des tests paramétrés. Et je suis plus du tout contraint comme avec JUnit. Vous avez juste dans votre méthode à test, vous lui dites oh, voilà, la méthode qui me fournit mes données, c'est celle-là. Vous avez ensuite la méthode qui va avoir la bonne annotation. Vous allez dire voilà, vous allez faire le lien en fait avec un nom. Et voilà, donc il y a une méthode qui va envoyer un tableau à 2 dimensions que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans plusieurs tests. Donc cette méthode de tableau à 2 dimensions, elle va avoir, pour chaque ligne, ça va être en fait un jeu de données, un cas de test. Par exemple, sur une page de login et password, vous allez avoir par exemple Toto ou Wang password, et après le statut, OK ou pas OK, Toto, bon password et OK. Voilà. Et ça, par contre, vous pouvez les partager. Et vous n'êtes pas obligé de créer toute une méthode avec un système de une classe, faut passer par le constructeur avec JUnit, c'est vraiment assez compliqué. Là, c'est vraiment, voilà, c'est fourni, vous pouvez en servir, ça va très vite, et vous alourdissez pas énormément vos tests, parce qu'on veut rappeler que on fait des tests Selenium, ça fait partie des plus compliqués à maintenir avec le temps, donc tout ce qui peut les simplifier, on prend. Le dernier, c'est sur les exceptions. Avec JUnit, on a juste la notation à test expected. Je pense que tout le monde doit la connaître. Simplement, si vous avez une méthode qui renvoie 2 fois la même exception fonctionnelle, mais avec des messages différents, bah, juste l'expected, ça suffit plus parce que l'expected fait une vérification que sur la classe. Et c'est assez fréquent. Mais là, TestNG, vous êtes plus obligé de faire un try catch pour vérifier que c'est le bon message. Vous avez directement le expected exception message regexp sur lequel vous pouvez faire une regexp. Donc ça, c'est tout un tas de petits outils que vous pouvez utiliser dès demain. Et pourquoi? Donc là, j'ai ma méthode avec JUnit. Et là, j'ai ma méthode avec TestNG. Au niveau des tests de base, je parle bien juste des tests de base, des tests avec Mockito, avec Spring, la config Spring, machin, le truc qui est assez simple. Vous avez juste à changer vos annotations, en fait.
je vais vous le prouver. Je lance. Ça marche. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est ici, je vais essayer de... Je peux pas agrandir les titres des machins, mais c'est ici. Le petit logo là. Le petit logo là, c'est celui de TestNG. Voilà, donc TestNG, ça se fait en 2 minutes. Et maintenant, on va faire quoi? On va utiliser TestNG pour quoi? Ben, pour paralléliser. Alors, tac. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai défini une suite de tests. Donc, je lui dis, voilà, mon parallélisme, c'est des méthodes. Alors, il y a plusieurs types de parallélisme. Je vous laisse regarder la doc, c'est toujours un peu pareil, par méthode, par classe, hein, ou des modes hybrides. Donc, je lui dis de faire un parallélisme par méthode et sur 3 threads. Hop. Donc, pour que ce soit un poil plus intéressant. Ok. Ok, donc j'avais fait le test pour Firefox, je vais le dupliquer pour Chrome. Voilà, j'ai juste changé le driver. Hop. Ok. Hop, donc là maintenant j'ai mes 2 tests. Je vais lancer en parallèle mes 2 tests. Alors, tac. Donc je vois qu'ils se roulent en parallèle, parce qu'ici j'ai mes 2 trucs qui tournent en même temps. Donc le test de Chrome a été un peu plus rapide, le test de Firefox un peu plus long. Grosso modo, j'ai gagné mon pari, parce que là, avec mes 2 tests, j'ai pu lancer 2 tests en 7 secondes. Si je les utilise les uns à la suite des autres, on va voir combien ça donne. Je suis pas au bon endroit, excusez-moi. Donc les uns à la suite des autres. Donc là j'étais à 7 secondes avec les 2, et si je prends les 2 l'un à la suite de l'autre, ça donne un truc genre 10 secondes, 12 secondes. Je prends les paris. 10 secondes. Voilà, donc là on voit déjà qu'on est beaucoup plus rapide. Par contre, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est bien joli de tester sur mon Mac, mais moi j'en parle avec Internet Explorer, et j'ai pas envie d'avoir un fake d'Internet Explorer sur mon Mac, j'ai envie de tester avec un vrai OS Windows, avec une vraie version de Firefox. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer ma VirtualBox. Je vais même en lancer 2. Hop. Et là, on va passer dans le vif du sujet. Donc on a vu qu'un test Selenium, c'était facile à écrire, que c'était long, qu'on pouvait les paralléliser. Maintenant, on va voir comment est-ce que je peux facilement les balancer sur n'importe quel OS avec n'importe quelle plateforme. Pour ça, je vais m'aider de Selenium Grid. Selenium Grid, qu'est-ce que c'est? C'est un hub sur lequel, en fait, je vais connecter plusieurs nodes. Sur chacun des nodes, je vais définir quels sont les browsers disponibles. Par exemple, hein, je vais lui dire, voilà, toi, tu es Windows, tu as Chrome, tu as Internet Explorer. Toi, tu es une machine Ubuntu, tu as Chrome, Firefox, Internet Explorer et Firefox. Un autre avec juste Chrome et Firefox. Donc ce que je vais faire, c'est que sur chaque machine que je peux avoir, je vais mettre des nodes, voilà, que je vais connecter à mon hub. Et tous mes tests, je vais leur dire, voilà, tu t'occupes plus de lancer le browser, c'est plus ta responsabilité. La responsabilité, c'est le hub qui prend. Et donc on envoie les tests sur le hub. Le hub, il a une intelligence limitée, hein, il va juste distribuer au premier livre. Il distribue au premier livre. Et comme ça, je peux garantir que le test, où je lui avais dit ce test-là, c'est du spécifique IE6, je peux garantir que le test spécifique IE6 va bien au final se retrouver lancé par un browser IE6. Donc c'était le petit schéma. Maintenant, on va lancer notre hub. Donc un hub, qu'est-ce que c'est? C'est juste un jar. Je vais juste lui dire... Hop.
Je vais juste lui dire, voilà, donc je fais java-jar, mon serveur stand-home, ça va me lancer un GT sur le port 4444. Je lui dis, voilà, toi ton rôle, c'est hub. C'est bon. Je vais lui lancer 2 minutes le temps de se lancer. C'est un peu trop rapide pour lui. Voilà. Ça y est, hop, ma grille est lancée, mon hub est lancé. J'ai accès à l'interface de mon hub sur lequel je peux aller sur la console et là je vais voir que j'ai les... je triche. Ok, donc il y a une fonctionnalité des notes qui dit si tu perds ton hub, tu te reconnectes automatiquement. Donc là j'ai déjà mes 2 hubs que j'avais lancés sur mes VM. Donc pour mes VM, maintenant que j'ai mon hub qui est bien lancé, je vais faire exactement pareil, java-jar. Hop. Sauf que lui, je lui dis que c'est un node. Et bien sûr, je lui indique l'adresse sur laquelle il pourra joindre son node. Voilà, là c'est lancé, je vais lancer le deuxième. Voilà. Donc là j'ai bien mes 2 hubs sur mes 2 VM qui sont avec Windows, qui ont chacune Internet Explorer, Chrome et Firefox. C'est des répliques l'une de l'autre. Bon, par contre, mon test, là, il va falloir quand même que j'adapte un petit peu, parce qu'il va falloir que je lui dise, bah voilà, il faut quand même que tu te connectes sur le hub. Donc on n'utilise plus directement des Firefox drivers, des Chrome drivers. On va utiliser ce qu'on appelle des Remote Web Drivers. Donc le Remote Web Driver, qu'est-ce qu'il comporte en parallèle? Déjà une URL. C'est l'URL du hub. Donc 500. Ok. Et en paramètre, je vais dire, bah voilà, moi je veux que tu te lances. On va dire que le premier va se lancer avec Firefox. Ok. Et le deuxième, je vais lui dire, pas ça. Je vais dire, bah tu te lances avec Chrome. On va garder le même fonctionnement. Et le troisième, je vais lui dire, bah toi tu vas te lancer avec Internet Explorer. Hop. Je vais me faire un peu différemment. Ok, je vais tricher un peu avec Internet Explorer, j'avoue. Voilà, ça va aller un petit peu plus vite. Voilà, donc là j'ai les 3. Ok, je fais juste un peu de refactoring. Alors pourquoi est-ce que ça compile pas? On devrait compiler. Ok. Donc là j'ai mes 3 tests. Je vais juste faire en sorte que bien sûr sur mes VM localhost ça va pas bien marcher. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'une première fois, on va essayer de voir de lancer ces 3 tests. Donc l'un va nous lancer Firefox, l'autre Chrome, l'autre Internet Explorer. Donc on va les lancer d'abord en parallèle pour juste voir ce qui se passe. Je lance mes 2 VM. Ah. Ok. Ok. Excusez-moi, j'ai fait juste... Ok. Donc
bien sûr, si vous indiquez un hub et que vous lui donnez pas la bonne URL, ça peut pas bien se passer. C'est parti. Hop, j'ai Chrome qui s'est lancé. Il y va, hop, il fait le test, c'est fait. Ensuite, j'ai Firefox qui se lance. Il va faire le test, il va faire le test. C'est un inconvénient d'être parfois un peu lent. Et c'est juste ma machine avec mes web. Je suis pas encore une DevOps. Je travaille, mais. Ok. Je vais arrêter mon test ici. Il va reprendre, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc j'aurais quand même voulu montrer IE. Hop. Là, j'ai IE. Par contre, je ne sais pas pourquoi IE veut se connecter sur localhost. Ok, il me reste 4 minutes. Donc là, j'ai montré que sur une VM, ça marchait, à peu près. Maintenant, je vais le faire marcher sur un autre type de VM, qui n'est pas des VM, mais je vais le mettre sur le cloud. Donc j'ai choisi Amazon EC2. Pourquoi? En fait, les boîtes actuelles, quand on leur parle de cloud, elles ont peur en disant oui, mais mes données, je les maîtrise pas, oui, mais ça me pose de gros problèmes de sécurité. C'est vrai, il y a une grosse problématique à résoudre. Simplement, pour des tests, vous avez besoin d'une grosse montée en charge, mais finalement assez courte. Ça va être à chaque build ou chaque nuit ou machin. Donc vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une super grosse infra locale. Bon, ça coûte pas très cher. Si vous pouvez trouver des machines à droite à gauche, ça peut être un peu plus économique que de passer sur le cloud. Mais le cloud, ça peut être une solution pour vous dire voilà, bon, bah, je veux pas mettre mon appli, c'est un peu trop sensible. Par contre, je peux me débrouiller, faire en sorte de pouvoir y mettre mes tests. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, sur mon premier serveur EC2, je vais juste les montrer. Voilà. Donc là, j'en ai trois qui sont en train de se lancer. Donc sur le premier, je vais lui dire, bah, c'est simple, toi, tu es le hub. Sur le deuxième, je vais lui dire, bah, toi, tu es un node. Donc je lui ai mis l'IP et simplement là, je lui ai spécifié, comme sur mes machines, j'ai mis que Firefox, je lui dis, voilà, toi, tu as un browser. Un seul browser, c'est Firefox. Et tu ne lances pas plus de 5 instances en parallèle. 1 et 2. Si maintenant je vais regarder ma grille, on voit bien que j'ai mes deux nodes qui s'y sont bien connectées. Et que chacune ont 5 instances de Firefox disponibles. Je vais juste reprendre l'IP de mon hub. Voilà. Hop. Oh, putain. Pardon. J'en ai mis 2, Firefox Chrome. Mon hub. Qu'est-ce que j'ai aussi à modifier? J'ai ça. Donc j'ai dû faire en sorte que mon appli soit accessible forcément de l'extérieur. Je l'ai lancé sur Heroku. Donc si je vais sur Heroku, normalement, pardon. Ok. Donc là normalement on est bon. On a le bon hub qui est sur EC2. On a la bonne appli qui est tapée sur Heroku. Pour ça va bien se passer aussi. Et si je lance les trois en parallèle, normalement, ce qu'on devrait...
forcément. Est-ce que vous voyez la boulette que je viens d'essayer de faire? Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de dieu. Donc je peux lancer quoi? Qu'un test Firefox. Donc ça paraît être normal si, si dans votre suite de tests, vous deviez définir, voilà, ce test-là, il doit absolument passer avec Firefox et que sur votre node, vous n'aviez aucun node avec Firefox, c'est normal que ça pète. C'est juste normal. Par contre, celui-là, c'est Internet Explorer aussi. On va recommencer. Hop, si je regarde mes nodes, est-ce qu'ils s'agitent? Ah, il y en a un qui commence à s'agiter. Okay, j'espère que le réseau va être assez bon pour que tout le test passe sans... Il est juste un peu sensible. S'il manque un petit bout, il va pas aimer. Mais grosso modo, là, c'est sur mon hub. J'ai bien récupéré ma session, et si je regarde sur ma grille... Alors, je ne sais pas si vous voyez, ici, le premier, il est un peu plus clair que les autres, ça veut dire qu'il est en train de bosser. Donc potentiellement, ça vous permet, en fait, cette interface, donc vous pouvez la scripter, machin et tout, d'avoir une vue réelle de tout ce qui se passe sur votre grille, de voir est-ce que vous êtes chargé, est-ce que vous n'êtes pas chargé. Voilà. Et c'est fini, ça fait une demi-heure. Je vous remercie. Il n'y a pas de temps pour les questions, mais si quelqu'un a des questions, des remarques, je suis dispo.